Les questions manipulatrices sont des couteaux enveloppés de velours. Elles arrivent déguisées en innocence, avec un ton doux, mais leur tranchant pointe directement vers votre sécurité émotionnelle. Pourquoi es-tu si nerveux? Ne me fais-tu pas confiance? N'est-ce pas de ta faute? Ce ne sont pas de véritables doutes, ce sont des pièges conçus pour vous déstabiliser, pour que vous cédiez le contrôle et commenciez à vous justifier comme si vous deviez des explications au monde. Celui qui manipule ne cherche pas la clarté, il cherche le contrôle. Il veut semer en vous la graine de la culpabilité, le poison de l'insécurité et le poids du doute. Si vous répondez avec anxiété, si vous vous précipitez pour vous justifier, vous avez déjà perdu. Vous avez cédé votre terrain, vous avez abandonné votre calme et vous avez mis votre esprit entre les mains de celui qui sait exactement comment vous faire chanceler. C'est ici que la philosophie stoïcienne devient votre armure. Marc Aurèle le comprenait, la véritable bataille n'est pas dans le bruit extérieur, mais dans l'ordre intérieur. Sénèque le disait sans détour, celui qui réussit à ne pas réagir a déjà vaincu le provocateur. Et Épictète était encore plus clair, tu peux tout me prendre, sauf la façon dont je choisis de répondre. C'est la clé. Cette vidéo est un manuel pour faire face à ces pièges avec fermeté. Il ne s'agit pas de donner des réponses astucieuses ou de gagner des discussions absurdes, mais de maintenir votre autorité silencieuse, de ne pas céder le calme, de montrer que votre esprit est un terrain impossible à conquérir. Ici, vous apprendrez 10 attitudes qui, si vous les pratiquez, vous protégeront contre toute tentative de manipulation déguisée en questions innocentes. Parce que celui qui maîtrise son esprit désarme le manipulateur sans lever le petit doigt. 1. Pourquoi réagis-tu ainsi pour quelque chose de si petit? L'une des questions les plus empoisonnées qu'un manipulateur peut poser est celle-ci. Pourquoi réagis-tu ainsi pour quelque chose de si petit? Cela semble être une phrase innocente, même chargée de calme. Mais en réalité, c'est un dard déguisé qui cherche un seul effet, invalider ce que tu ressens. Ce qui pour toi est grand, important ou douloureux est soudainement réduit à la catégorie d'exagération. C'est le mouvement typique qui minimise ton expérience et te place dans la position de devoir justifier ta réaction, comme si tu étais faible ou ridicule pour ressentir ce que tu ressens. Derrière cette question se cache une stratégie claire, te faire douter de toi-même. Le manipulateur sait que, s'il parvient à te convaincre que tu surréagis, il commencera à contrôler non seulement la conversation, mais aussi ta perception de la réalité. En transformant ton irritation en quelque chose de petit, il place le poids sur tes épaules, te faisant te sentir coupable de réagir. Et si tu acceptes cette étiquette, tu finis par lui donner le pouvoir de décider ce qui est important et ce qui ne l'est pas dans ta vie. Un exemple simple, quelqu'un te manque de respect et tu le soulignes. Au lieu de reconnaître son erreur, cette personne sourit et répond « Pourquoi réagis-tu ainsi pour quelque chose de si petit ?» Soudainement, la discussion cesse d'être sur son manque de respect et commence à tourner autour de ton exagération. C'est le piège. Le focus change et tu te retrouves coincé dans le besoin de prouver que tu n'exagères rien. C'est un jeu de miroir dans lequel tu perds toujours si tu acceptes la dynamique. Comment neutraliser cette manœuvre? La première étape est de reconnaître qu'il n'y a pas une telle chose comme quelque chose de si petit quand cela va à l'encontre de ta paix, tes limites ou ta dignité. Ce qui est insignifiant pour l'autre peut être fondamental pour toi. Cette différence n'est pas une faiblesse, c'est une identité. Donc, le premier conseil est de ne pas permettre qu'on te dicte l'échelle de ce qui vaut ou ne vaut pas. Tes émotions et ta perception ont de la légitimité. La deuxième étape est de ne pas tomber dans la justification. Lorsque tu es confronté à cette question, évite des phrases comme « c'est que pour moi c'est important », dites sur un ton défensif. Cela ne fait que renforcer le piège. À la place, réponds avec fermeté et calme. Pour moi, ce n'est pas petit, et cela suffit. Tu n'as pas besoin d'expliquer davantage, car chaque explication est un fil de plus dans la toile du manipulateur. Troisièmement, pratique l'art du silence stratégique. Le stoïcisme enseigne que la grandeur n'est pas dans l'intensité de la réaction, mais dans la maîtrise de soi.
Sénèque disait que ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais l'interprétation que nous leur donnons. Ici, la clé est que l'interprétation soit la tienne, pas celle que quelqu'un d'autre veut t'imposer. Que personne ne te vole l'autorité sur ce que tu ressens. 2. Ne me fais-tu pas confiance après tout? La confiance est comme un pont suspendu. Elle se construit avec effort, pas à pas, jusqu'à ce qu'elle permette de traverser sans peur. Mais quand quelqu'un pose la question « Ne me fais-tu pas confiance après tout ?», ce qu'il fait réellement, c'est secouer ce pont pour que tu doutes de ta stabilité. C'est une attaque déguisée en innocence, un piège émotionnel qui cherche à te culpabiliser, en te plaçant dans le rôle du méfiant, de l'ingrat ou du paranoïaque. Derrière cette question, il n'y a pas un intérêt véritable à renforcer la relation. Ce qu'il y a, c'est une manipulation pour que tu baisses la garde et cèdes du terrain que tu ne devrais pas céder. L'objectif est clair, te faire sentir coupable de poser des limites. Celui qui utilise cette question prétend transformer la confiance en une obligation absolue, comme si ne pas avoir une confiance aveugle était une erreur morale. La réalité est que la confiance se construit avec des actes, pas avec des paroles. Personne n'a le droit de la réclamer comme si c'était un cadeau automatique, encore moins lorsque ses actions suscitent des doutes. Comment faire face à ce piège ? Le premier conseil est de se rappeler que la confiance n'est pas un chèque en blanc. Elle est donnée dans la mesure où les actions la soutiennent. Si quelqu'un a besoin de te demander pourquoi tu ne fais pas confiance, c'est parce que quelque chose dans son comportement l'a érodé. Avoir cela clair évite que tu tombes dans la culpabilité et te défends contre la pression émotionnelle. Le deuxième conseil est de ne pas répondre sur la défensive. Si tu dis « oui, je te fais confiance » juste pour éviter un conflit, tu donnes un pouvoir qui n'a pas été gagné. Au lieu de cela, réponds avec fermeté et sans détour. La confiance se démontre, elle ne s'exige pas. Cette phrase coupe court au jeu, car elle déplace la charge là où elle appartient vraiment, les actions de l'autre. Troisième conseil, n'aie pas peur du silence. Face à cette question manipulatrice, garder le silence quelques secondes peut être plus percutant que toute explication. Le silence expose l'inconfort du manipulateur et montre que tu refuses d'entrer dans le rôle qu'il veut t'imposer. Quatrième, rappelle-toi que la méfiance n'est pas toujours un manque d'amour ou de respect. Souvent, c'est un instinct de préservation. Le stoïcisme enseigne à évaluer la réalité telle qu'elle est, pas comme nous voudrions qu'elle soit. Si quelque chose suscite des doutes, le sage n'est pas celui qui se tait ou cède, mais celui qui observe avec clarté et agit avec prudence. Quand quelqu'un te lance le classique « Ne me fais-tu pas confiance après tout ?», comprends que ce n'est pas une question, c'est une tentative de manipuler ta loyauté. Ne cède pas au chantage émotionnel, ne sacrifie pas ta paix pour le besoin de plaire. La véritable confiance ne s'impose pas. Elle se gagne avec cohérence. Celui qui essaie de l'obtenir par la culpabilité te montre déjà qu'il ne mérite pas le pont que tu apprécies tant. Et toi, en tant que maître de ton esprit et de ton calme, tu n'as pas à traverser aveuglément un pont qui n'est pas sûr. 3. Es-tu sûr ou est-ce que tu l'inventes ? Le doute est comme une ombre que quelqu'un place devant toi lorsque tu es sous le soleil. Tu vois clairement, tu sais ce qui se passe, mais cette ombre cherche à obscurcir ta certitude, à te faire trébucher dans ta propre clarté. La question « es-tu sûr ou est-ce que tu l'inventes ?» est l'une des ressources préférées du manipulateur, car elle vise directement ta mémoire et ta confiance intérieure. Il ne veut pas connaître la vérité. Il veut semer la confusion dans ton esprit pour que tu hésites, pour que tu sentes que peut-être tu n'as pas raison, que peut-être tout a été une erreur de perception. Ce type de question est un poison déguisé en curiosité. Lorsque quelqu'un te questionne de cette manière, le message caché est simple. Ne te fais pas confiance, fais confiance à ce que je te dis. Le manipulateur cherche à déstabiliser ta sécurité dans le but de la remplacer par sa version des faits. Comment neutraliser cette attaque ? D'abord, comprends que le doute qu'ils essaient de semer ne définit pas ta réalité. Ta mémoire, ton expérience et ta perception ont de la valeur.
Le manipulateur veut transformer l'évident en questionnable, mais cela ne signifie pas qu'il y parvienne si tu ne le lui permets pas. Rappelle-toi que la certitude n'a pas besoin d'approbation externe. Le deuxième conseil est de ne pas tomber dans le piège de la surexplication. Face à cette question, il est courant que la victime commence à répéter les détails encore et encore, essayant de prouver qu'elle dit la vérité. Cette réaction, bien qu'elle semble logique, ne fait que renforcer le manipulateur, car elle montre qu'il a réussi à te faire douter et à te faire sentir le besoin de le convaincre. Au lieu d'entrer dans ce cercle vicieux, reste calme et réponds fermement « Je suis sûr et je n'ai pas besoin d'inventer quoi que ce soit ». Bref, direct et sans place pour les interprétations. Troisième conseil, pratique la sérénité du silence. Si tu remarques que le manipulateur cherche à te mettre la pression, garde quelques secondes de calme avant de répondre. Cet intervalle montre que tu ne te laisses pas entraîner et projette une autorité silencieuse. Le désespoir de clarifier est le terrain du faible, la pause consciente est la stratégie du fort. Quatrième conseil, appuie-toi sur la cohérence de tes actes. Lorsque ta vie et tes paroles sont cohérentes, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Le stoïcisme enseigne que la vérité n'a pas besoin d'ornement. Sénèque disait qu'une vie droite est la meilleure défense contre la calomnie. Si ce que tu dis coïncide avec ce que tu fais, aucune question piège ne peut te désarmer. Enfin, rappelle-toi que la manipulation ne se vainc pas en discutant chaque détail, mais en maintenant la clarté intérieure. La prochaine fois que quelqu'un te lance un « Es-tu sûr » ou « Est-ce que tu l'inventes ?» ne le prends pas comme une question légitime. Reconnais-le comme une tentative de contrôler ta confiance. Ne cède pas ce terrain. Affirme-toi dans ta mémoire, dans ton expérience et dans ta vérité. Celui qui domine son esprit n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, car la certitude se soutient seule. Et face à un manipulateur, la fermeté tranquille est la réponse la plus puissante. 4. Dois-tu toujours m'attaquer ? Un prédateur astucieux ne rugit pas toujours ni ne montre les crocs. Parfois, il se fait passer pour une victime. C'est la stratégie cachée derrière la question « Dois-tu toujours m'attaquer ?» Il ne cherche pas à te comprendre ni à résoudre le problème. Il cherche à inverser les rôles pour que tu sois celui qui porte le blâme. Ce qui était une conversation sur son erreur ou son comportement se transforme soudainement en un jugement contre toi. Le manipulateur se déguise en innocent et te place dans le rôle de l'agresseur, te faisant douter de ton intention et te faisant finir par t'excuser pour quelque chose que tu n'as pas fait. Derrière cette question se cache un mouvement calculé, détourner l'attention. Tu pointes un comportement nuisible et au lieu de recevoir une réponse mature, tu obtiens cette accusation déguisée. Ainsi, l'attention n'est plus portée sur ce qu'ils ont mal fait, mais sur ton ton, tes mots ou ta façon de t'exprimer. Ce qui était clair devient confusion, et plus tu te défends de ne pas avoir attaqué, plus tu renforces la narrative que le manipulateur veut imposer. Comment faire face à ce type de piège ? La première étape est de comprendre que cette question n'est pas un reflet de ton comportement, mais un outil pour t'affaiblir. Ne tombe pas dans le piège de justifier chaque mot. Si tu commences à démontrer que tu n'attaquais pas, tu as déjà accepté le terrain du manipulateur. À la place, reste ferme et clair, « Je ne t'attaque pas, je parle d'un fait ». Cette phrase ramène l'attention à l'endroit correct. Le deuxième conseil est de surveiller ton ton sans perdre d'autorité. Le manipulateur a tendance à profiter de tout signe de colère pour maintenir son rôle de victime. C'est pourquoi pratique le calme conscient. Parle fermement, sans élever la voix, sans besoin d'ornement émotionnel. Lorsque la sécurité s'exprime sans cri, elle est beaucoup plus difficile à manipuler. Troisième conseil, ne laisse pas le sujet changer. Si tu mentionnes une faute et qu'on te répond avec « Dois-tu toujours m'attaquer ?» redirige la conversation. Ce n'est pas une attaque, c'est une observation sur ce qui s'est passé. Répète autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que ce soit clair. La discipline de rester sur le point est ce qui frustre la tentative de déviation. Le quatrième conseil est de reconnaître la stratégie en toi.
Savoir qu'on essaie de te blâmer injustement renforce ta résistance. Le stoïcisme enseigne à observer ce qui se passe sans se laisser entraîner par le théâtre émotionnel. Celui qui se déguise en victime cherche à gouverner par la culpabilité. Mais ce masque s'effondre lorsque tu ne cèdes pas au jeu. Enfin, rappelle-toi que tu n'as pas besoin de prouver ton innocence face à des accusations inventées. Ton arme la plus puissante est la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Si ton intention était de souligner un fait réel, il n'y a rien à prouver. Et plus tu te fatigues à expliquer, plus il est évident que l'attaque n'a jamais existé. La prochaine fois que tu entendras « Dois-tu toujours m'attaquer ?» ne le prends pas comme une vérité ni comme un miroir. Ce n'est qu'un déguisement du manipulateur pour te renverser la charge. Ne l'accepte pas. Ramène le sujet aux faits réels, parle calmement et garde ta clarté. Parce que celui qui maîtrise son esprit ne devient pas son propre bourreau face aux faux pleurs d'un autre. 5. N'as-tu pas compris ce que je voulais vraiment dire ? Il y a des phrases qui fonctionnent comme des miroirs déformants. Elles déforment ce que tu vois pour que tu finisses par douter de ta propre vision. La question « N'as-tu pas compris ce que je voulais vraiment dire ?» est exactement cela. Une tentative de te faire sentir maladroit, incapable de comprendre l'évident, comme si le problème n'était pas le manque de clarté de l'autre, mais ta supposée incapacité à interpréter correctement. C'est une stratégie dangereuse, car elle place la conversation sur un terrain glissant où la culpabilité glisse vers toi sans que tu t'en rendes compte. Le manipulateur utilise cette question pour réécrire ce qu'il a déjà dit. Peut-être que ces mots étaient blessants, peut-être qu'ils étaient contradictoires, mais au lieu de l'admettre, il décide de te retourner la situation. Maintenant, c'est toi qui n'as pas compris. C'est toi qui as mal interprété ou qui ne sais pas lire entre les lignes. De cette façon, il évite de prendre la responsabilité de son message et sème le doute dans ton esprit. C'est un coup direct à ta sécurité. Car lorsque cette stratégie est répétée plusieurs fois, tu finis par croire que tu ne sais vraiment pas écouter, que tu prends tout mal ou que tu exagères ce qui a été dit. C'est le piège. Comment réagir face à ce type de manœuvre ? La première étape est de rester ferme dans ce que tu as entendu. Si tu te souviens clairement des mots qu'ils ont utilisés, fais confiance à ta perception. Tu n'as pas besoin d'accepter une version alternative simplement parce que quelqu'un l'impose avec assurance. La mémoire et l'attention consciente sont tes meilleures défenses. Deuxièmement, évite la tentation d'entrer dans une guerre d'interprétation. Ne tombe pas dans le jeu de répéter encore et encore ce que tu as compris en espérant que l'autre le reconnaisse. Cela ne fait qu'alimenter le cycle, car le manipulateur aura toujours un « ce n'est pas ce que je voulais dire » prêt à te désarmer. Au lieu d'insister, affirme calmement « c'est ce que j'ai entendu et c'est ainsi que je l'ai reçu ». Cette phrase transfère la responsabilité à l'émetteur, qui doit clarifier ses mots s'il n'a vraiment pas exprimé ce qu'il voulait. Troisième conseil, garde ton sang-froid. Cette question est souvent posée avec un ton de supériorité, comme si l'autre détenait la vérité absolue et que tu étais l'ingénu qui ne sait pas saisir les subtilités. Ne rentre pas dans cette dynamique. Le respect de ta propre interprétation est ce qui soutient ton autorité dans la conversation. Quatrièmement, applique la stratégie de la limite claire. Si la personne insiste sur le fait que tu n'as pas compris, réponds « alors tu devrais l'expliquer mieux ». Avec cette simple phrase, tu démontes le piège et renvoies la charge au bon endroit. Celui qui parle a le devoir d'être clair, pas celui qui écoute de deviner les intentions cachées. Le stoïcisme enseigne que la vérité n'a pas besoin de fioritures ni d'excuses et que la clarté est un signe de vertu. Si quelqu'un essaie de te manipuler avec cette question, comprends que ce qui est en jeu n'est pas ta capacité à comprendre, mais son incapacité à assumer ce qu'il a dit. La prochaine fois qu'on te dira « N'as-tu pas compris ce que je voulais vraiment dire ?» ne te mets pas sur la défensive. Reconnais la tactique, affirme ta perception et renvoie la responsabilité. Parce que celui qui reste ferme dans ce qu'il a entendu ne se laisse pas modeler par des miroirs déformants. 6. Ne serait-ce pas de ta faute ?
La culpabilité est comme une pierre lancée au milieu de la nuit. Tu ne la vois pas venir, mais quand elle frappe, elle te laisse marqué et confus. C'est l'intention de la question, ne serait-ce pas de ta faute? Le manipulateur ne veut rien résoudre. Ce qu'il cherche, c'est à déplacer la responsabilité de ses actes sur toi, à faire de toi la cible et à nettoyer son image pendant que tu portes le poids. C'est un jeu astucieux parce qu'il fait appel à ta conscience, à ce sens naturel de te remettre en question et le transforme en une arme contre toi. Le mécanisme est simple, tu pointes une action injuste et au lieu de répondre avec maturité, l'autre tourne la conversation pour que tu doutes de ta position. N'as-tu pas exagéré? N'as-tu pas provoqué la situation? N'est-ce pas toi qui l'as cherché? Soudain, ce qui était une réclamation légitime devient un examen de ta propre conduite. Et plus tu essaies de clarifier que tu n'es pas coupable, plus tu te retrouves pris dans le filet du manipulateur. Deuxièmement, observe les faits avec objectivité. Demande-toi, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Quelle action concrète m'appartient et quelle action appartient à l'autre? Le stoïcisme enseigne que nous devons distinguer entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Si l'erreur réside dans ces décisions, tu n'as pas à la porter en silence. La clarté des faits est le meilleur bouclier contre les distorsions émotionnelles. Troisième conseil, réponds fermement sans tomber dans la défense exagérée. Lorsque quelqu'un te pose cette question, évite le ton désespéré de « ce n'est pas ma faute ». Cette réaction ne fait qu'alimenter la narration du manipulateur. À la place, utilise des phrases courtes et percutantes. « Non, cette responsabilité n'est pas la mienne. Tes actions parlent d'elles-mêmes. » En ne rentrant pas dans un débat, tu coupes l'énergie de l'attaque. Quatrièmement, pratique la neutralité stratégique. Parfois, la meilleure façon de démonter cette question est de la renvoyer à l'émetteur avec calme. Pourquoi penses-tu que la faute est mienne? Ce revirement oblige le manipulateur à exposer son argument, et bien souvent, il se retrouve sans terrain parce que l'accusation n'était qu'un mouvement vide pour te déstabiliser. Le dernier conseil est de ne pas permettre que la culpabilité devienne une habitude. Si tu acceptes cette tactique à plusieurs reprises, tu finiras par douter de tout ce que tu fais, comme si chaque pas était une erreur. Le stoïcien sait que la culpabilité inutile est une chaîne invisible qui paralyse. Apprends à distinguer entre la responsabilité réelle et la charge imposée. Lorsque quelqu'un te dit « ne serait-ce pas de ta faute », regarde-le pour ce qu'il est, une tentative de transférer le poids. Ne l'accepte pas. Reste ferme. Maintiens la clarté des faits et rappelle-toi que la culpabilité, quand elle ne t'appartient pas, n'est qu'une pierre que tu peux laisser sur le sol au lieu de la porter sur ton dos. 7. Ne serais-tu pas en train d'exagérer à nouveau? L'exagération est le déguisement que l'agresseur utilise pour invalider ta douleur. C'est sa façon de peindre avec des couleurs criardes ce que tu commences à peine à traiter. La question: ne serais-tu pas en train d'exagérer à nouveau? Ne cherche pas à équilibrer la conversation, elle cherche à étouffer ta voix, à transformer ton inconfort en hystérie, ton malaise en caprice. C'est un coup subtil, mais sûr, direct à la gorge émotionnelle. Après l'avoir entendu, la plupart se taisent, se replient, doutent d'eux-mêmes et se renferment. Parce que si on te fait croire que tu exagères, alors ton émotion perd de sa valeur. Et ce que tu ressens cesse d'être important. Ce type de question installe un doute en toi, un qui te répète à voix basse « peut-être que tu exagères, peut-être que tu es trop sensible, peut-être que tu devrais te taire ». Et là, sans que tu t'en rendes compte, tu as déjà cédé le pouvoir. La personne qui manipule le sait. C'est pourquoi elle lance cette phrase calmement, avec une fausse préoccupation, comme si elle cherchait vraiment ton bien-être. Mais ce qu'elle essaie de faire, c'est de te faire taire, te faire sentir que tu n'as pas le droit de réagir, que tu pousses toujours les choses à la limite. Comment répondre à cela? D'abord, en reconnaissant l'intention derrière la phrase. Tu n'es pas face à une observation neutre, tu es face à une attaque contre ta perception. À ce moment-là, au lieu d'expliquer ou de justifier ce que tu ressens, affirme-le. Ne le transforme pas en sujet de débat.
Si tu es contrarié, tu es contrarié. Si quelque chose t'a blessé, ça t'a blessé. L'émotion est à toi, et personne n'a le droit de la qualifier d'exagérée. Deuxièmement, ne diminue pas ton émotion pour t'adapter. Beaucoup, pour éviter d'être vu comme intense ou dramatique, baissent le ton, avalent la réclamation, sourient mal à l'aise. Cela ne fait qu'alimenter le manipulateur. Au lieu de cela, réponds calmement. Je parle de ce que je ressens, et cela mérite du respect. Ne crie pas, n'explique pas, parle fermement, parle clairement, et ne bouge pas de l'endroit émotionnel où tu te trouves. Troisième conseil, ne permets pas que cette question se répète sans conséquence. Si quelqu'un a l'habitude de la lancer chaque fois que tu exprimes quelque chose, arrête la conversation et pose des limites. Dis, si chaque fois que je parle, tu me dis que j'exagère, il n'y a pas de dialogue possible. Cette phrase coupe la répétition du schéma et oblige l'autre personne à reconnaître que ses paroles sont une forme d'invalidation. Le stoïcisme n'enseigne pas à annuler les émotions, mais à les comprendre, à les canaliser avec sagesse et contrôle. Réagir à l'injustice n'est pas exagérer, c'est avoir du discernement. Être contrarié quand on te manipule n'est pas un défaut, c'est de la conscience. La prochaine fois que tu entendras « Ne serais-tu pas en train d'exagérer à nouveau ?» ne réponds pas avec culpabilité. Réponds avec présence. Parce que ce que le manipulateur appelle exagération est souvent juste le reflet de ton éveil. Et celui qui s'éveille n'est pas obligé de dormir pour que les autres se sentent à l'aise. 8. Et si tout est juste dans ta tête? L'esprit est comme une pièce sombre. Lorsqu'une personne qui ne comprend pas ce que tu ressens entre avec une lampe de poche cassée, sa première réaction est de blâmer l'obscurité. C'est la fonction de la question « Et si tout est juste dans ta tête ?» Ce n'est pas une invitation à réfléchir, c'est une tentative directe de dénigrer ce que tu ressens, de te faire croire que le problème, c'est toi, que tout est imaginaire, que tout ce qui te dérange, te fait mal ou te confond n'existe pas en dehors de toi. Cette phrase est dangereuse parce qu'elle n'attaque pas tes idées, elle attaque ta perception complète. Elle cherche à te faire douter de tes sens, de ton intuition, de tes émotions. Et si elle y parvient, elle te laisse sans défense. Tu ne peux plus faire confiance à ce que tu vois ou à ce que tu ressens, parce que soi-disant, tout est le produit de ton esprit désordonné. Le manipulateur se lave les mains pendant que tu te perds seul dans un labyrinthe de doutes. Le véritable problème n'est pas seulement la phrase, c'est le moment où elle est dite. Elle vient généralement juste au moment où tu commences à te connecter avec quelque chose d'important, quand tu commences enfin à mettre des mots sur un malaise. Alors, au lieu de recevoir de la compréhension, on te lance cette phrase comme un mur. Et si tu n'es pas vigilant, tu te heurtes à elle et tu te rends responsable de tout. Tu deviens ton propre juge, ton propre bourreau, te répétant que tu as peut-être exagéré, que tu n'as peut-être pas bien compris, que tout est peut-être fantaisie. Comment couper ce type de manipulation? D'abord, en reconnaissant que ce que tu ressens est réel, même si l'autre ne le comprend pas. Ta perception n'a pas besoin d'être validée pour exister. Si quelque chose te dérange, tu n'as pas besoin d'une deuxième opinion pour l'accepter comme vrai. Ressentir n'est pas une erreur, c'est de l'information. Et celui qui te fait douter de cela ne cherche pas à t'aider, il cherche à te faire taire. Deuxièmement, réponds avec clarté, pas avec défense. Des phrases comme « Non, ce n'est pas dans ma tête » sonnent souvent faibles parce qu'elles partent de la culpabilité. Au contraire, réponds avec fermeté « Je le vis et cela suffit ». Coupe la conversation là si nécessaire. Tu n'es pas obligé d'expliquer quelque chose que l'autre ne veut pas comprendre. Troisièmement, inverse la charge. Si quelqu'un doute de ta perception, fais-le argumenter. Qu'est-ce qui te fait penser que ce n'est pas réel? Ce changement oblige le manipulateur à exposer sa tactique, car il n'a pas d'argument, seulement des insinuations. Lorsqu'il est forcé d'expliquer, le jeu se désarme. La philosophie stoïcienne ne repose pas sur le déni de ce que l'on ressent, mais sur sa reconnaissance, son organisation et sa maîtrise. Dire que tout est dans ta tête est une façon bon marché d'éviter la conversation,
une façon de ne pas assumer la responsabilité de la façon dont l'extérieur t'affecte. La prochaine fois qu'on te dira « et si tout est juste dans ta tête ?» rappelle-toi ceci, oui, c'est dans ta tête, et c'est pourquoi tu le traites, tu le comprends, tu le nommes et tu le surmontes. Ce que tu ne vas pas permettre, c'est que quelqu'un utilise ton esprit comme une excuse pour ne pas affronter sa propre responsabilité. Parce que si ta perception dérange, peut-être que ce n'est pas de l'imagination, peut-être que c'est la vérité. 9. Ne vois-tu pas que tu interprètes mal tout ? Une astuce très ancienne dans l'art de la manipulation est de jouer avec le miroir brisé. La personne lance une phrase offensante, un geste blessant, une insinuation chargée de poison, et lorsque tu réagis, elle te dit simplement « tu interprètes mal tout ». C'est ainsi que fonctionne la tromperie. Non seulement on nie ce qui s'est passé, mais on t'accuse également de l'avoir mal vu, d'avoir compris ce qui n'était pas, d'avoir déformé la réalité comme si ton esprit était défectueux. Le manipulateur ne se justifie pas, il te désarme à la racine, ton interprétation. Ce type de question ne cherche pas à éclaircir, il cherche à annuler. Il veut que tu remettes en question ta capacité de compréhension, que tu penses que tu as exagéré, que tu as mal entendu, que tu as compris à l'envers. S'ils parviennent à te faire douter une fois, ils le feront toujours. Parce que celui qui réussit à te faire penser que ta lecture de la réalité est erronée peut te modeler à sa guise. C'est le jeu. Ils te convainquent que l'erreur est dans tes yeux et non dans leurs actes. Comment briser cette tactique ? D'abord, en précisant que tout malaise n'est pas une mauvaise interprétation. Tu as le droit de nommer ce que tu as ressenti. Tu n'es pas obligé d'accepter leur version des faits comme si c'était la seule possible. Quand quelqu'un te lance cette phrase, réponds fermement « J'interprète à partir de ce que j'ai vu et entendu ». C'est suffisant. Tu n'inventes pas, tu observes. Deuxièmement, reste ferme sur les détails. Le manipulateur a besoin que tu doutes du concret, c'est pourquoi il généralise et dévie. Tu dois revenir au point exact, ce qui a été dit, ce qui a été fait, comment cela t'a fait sentir. N'exagère pas, ne décore pas, décris simplement avec précision. Cette clarté laisse peu de place pour que l'autre s'échappe par la voie du déni. Troisième conseil, ne discute pas, interprétation, contre-interprétation. Cette bataille est toujours gagnée par celui qui sait manipuler. N'entre pas dans la dynamique de « j'ai compris cela » contre « non, ce n'est pas ce que je voulais dire ». C'est un cercle sans issue. Au lieu de cela, concentre-toi sur ce que cela a produit en toi. C'est ainsi que je l'ai vécu et cela m'a affecté. Là, le débat s'arrête. Quatrièmement, observe les modèles. Si cette phrase apparaît fréquemment dans la bouche de la même personne, tu n'interprètes probablement rien de mal. Tu vois clairement ce que l'autre ne veut pas admettre. Le stoïcisme enseigne que la vérité est simple, directe, sans fioriture. Si quelqu'un a constamment besoin de te convaincre que tu n'as rien compris, c'est parce qu'il n'est pas transparent. Et enfin, ne cède pas ton jugement. L'interprétation de la réalité est aussi ton droit. Ne laisse pas quelqu'un placer un filtre sur tes yeux et te dire comment tu dois ressentir ou penser. La prochaine fois qu'on te dira « Ne vois-tu pas que tu interprètes mal tout ?» ne te précipite pas à douter de toi. Respire, rappelle-toi les faits, réaffirme ce que tu as vécu et ne cède pas ta perception. Parce que la manipulation commence là où tu décides de ne plus faire confiance à ce que tu sais déjà. Et tu sais plus qu'il ne voudrait que tu te souviennes. 10. Est-ce vraiment la peine de faire tout un plat de ça ? Le dernier recours du manipulateur ressemble au bruit d'une porte qui se ferme lentement. Il ne crie pas, il ne pousse pas, il essaie simplement de te faire partir en silence. La question « Est-ce vraiment la peine de faire tout un plat de ça ?» est conçue pour te faire sentir que ton malaise est une exagération, que ton besoin de parler est un caprice, que ta limite est une perte de temps. L'objectif est clair, te faire reculer avant même que tu commences à te défendre. Ce type de question ne résout pas les conflits, elle les fait taire. C'est la tentative de fermer une conversation qui dérange, d'éteindre le feu sans se demander pourquoi il a commencé.
Le manipulateur la lance quand il sait que tu es sur le point de toucher un point sensible, quand il sent qu'il ne peut plus dissimuler ses intentions. Et alors, il change de direction. Maintenant, le problème n'est pas ce qui s'est passé, mais le fait que tu veuilles en parler. C'est le jeu. Comment répondre à cela? D'abord, en reconnaissant que si quelque chose t'affecte, c'est déjà valable. Tu n'as pas besoin de le justifier avec des chiffres, des arguments impossibles ou des larmes. Si quelque chose te dérange, cela suffit. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la conscience. Et celui qui t'aime vraiment, écoute avant de juger l'ampleur de la question. Deuxième, réponds par une phrase claire et sans culpabilité. Pour moi, cela compte. Ainsi, tu donnes de la valeur à ta perception sans demander la permission. Tu ne cherches pas à te battre, tu cherches à comprendre. Et si l'autre personne ne peut pas gérer cela, le problème n'est pas toi. Troisième conseil, ne tombe pas dans le jeu de te minimiser pour maintenir la paix. Beaucoup de gens préfèrent avaler leur malaise pour ne pas faire des histoires. Mais cette fausse paix se transforme en une bombe silencieuse. Tôt ou tard, ce qui n'est pas dit devient du ressentiment, et cela finit par être un vrai problème. Quatrième, reste ferme sans avoir besoin d'escalader le conflit. Parler de quelque chose qui te dérange ne signifie pas faire un scandale. Cela signifie maturité. Le stoïcisme ne consiste pas à tout supporter en silence, mais à exprimer ce qui est nécessaire sans laisser les émotions obscurcir le jugement. Et enfin, souviens-toi de ceci. Celui qui te fait sentir que tout est une exagération, que ce n'est jamais le bon moment ou que tu compliques toujours les choses, n'est pas intéressé par ton bien-être, il est intéressé par ton silence. La prochaine fois qu'on te demandera si ça vaut la peine d'en parler, réponds-toi avec honnêteté. Parce que ta tranquillité ne se négocie pas, et se taire pour ne pas déranger ne sera jamais une solution. La vraie paix se construit lorsque tu peux regarder l'autre dans les yeux et dire « Cela compte pour moi, et je vais le dire ». Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Le silence est puissant. Ce n'est pas du vide, ce n'est pas de la faiblesse. C'est le signe le plus clair de quelqu'un qui maîtrise son esprit et n'a pas besoin de crier pour s'imposer. Dans un monde où tout le monde se bat pour parler plus fort, celui qui sait se taire devient présence, respect et autorité. Parce que le bruit confond, mais le silence ordonne. Les stoïciens l'ont compris. Chaque mot a un prix, et les dépenser sans mesure, c'est perdre de l'autorité. Parler moins ne signifie pas se cacher. Cela signifie que lorsque tu ouvres la bouche, ce que tu dis a le poids d'une pierre tombant dans l'eau, laissant des ondes que personne ne peut ignorer. C'est le véritable respect, non pas celui qui est demandé, mais celui qui est imposé avec contrôle et fermeté. Cette vidéo n'est pas une théorie vide, c'est une pratique pour ta vie quotidienne. Ici, tu apprendras à parler moins pour gagner du respect, à écouter plus que tu ne réponds, à garder ton intimité, à laisser tes actes être la voix qui parle pour toi. Tu découvriras que le silence n'est pas un vide inconfortable, mais la discipline qui transforme quelqu'un en maître de lui-même et en un être impossible à ignorer. Reste jusqu'à la fin, parce qu'ici, nous ne parlons pas de se taire par peur, mais de se taire par force. Le silence que nous allons explorer n'est pas de la passivité, c'est de la présence. Et quand tu apprendras à le maîtriser, tu cesseras d'être un de plus dans la foule pour devenir quelqu'un d'impossible à ignorer. 1. Parle moins pour gagner du respect. Parler moins pour gagner du respect est comme tenir une torche allumée dans l'obscurité. Tu n'as pas besoin de la bouger dans toutes les directions pour qu'elle éclaire. Il suffit de la tenir fermement et tout le monde verra sa lumière. Il en va de même pour les mots. Tu n'as pas besoin de remplir chaque silence avec des explications ou des commentaires pour être remarqué. En fait, plus tu parles sans filtre, plus ton message devient bon marché. Une personne qui sait se taire quand les autres se précipitent pour parler transmet une assurance qui ne s'achète pas. Elle se ressent.
Le silence contrôlé devient un aimant, un rappel que celui qui le pratique a une maîtrise interne qui le place au-dessus de la foule. L'erreur commune est de penser que parler beaucoup est synonyme d'intelligence ou de pouvoir, mais la réalité est que la logorée épuise et dilue la force de ce que tu veux transmettre. Si tu dis tout ce qui te passe par la tête, tu cesses de contrôler l'impression que tu fais, et à la fin, tu finis par perdre le respect que tu cherches. Parler moins n'est pas du retrait, c'est de la stratégie. C'est choisir le moment précis où une seule phrase peut avoir plus d'impact qu'un discours entier. C'est ce qui rendait les stoïciens grands. Ils ne gaspillaient pas leurs mots, ils les utilisaient comme des flèches qui atteignaient leur cible. Alors, comment commencer à appliquer cela dans ta vie quotidienne? Le premier conseil est d'apprendre à résister à l'urgence de répondre immédiatement. Tout ce que tu entends ne mérite pas une réplique immédiate. Garde le silence quelques secondes avant de parler. Analyse si ta réponse apporte vraiment quelque chose ou si elle n'est que du bruit. Cette petite habitude te donnera une aura de calme et de fermeté que les autres remarqueront. Le deuxième conseil est de limiter le besoin d'expliquer chaque détail de ce que tu fais. Tu n'as pas à te justifier à chaque pas. Celui qui donne constamment des raisons pour tout ce qu'il fait projette de l'insécurité. Laisse tes actions parler et que tes résultats soient tes arguments. Un autre conseil pratique est de fixer des limites dans les conversations. Évite de parler juste pour remplir les silences inconfortables. Laisse l'autre parler et observe. Cette observation te donnera un avantage, car pendant que les autres s'épuisent en paroles, tu recueilles des informations et tu conserves ton énergie intacte. Il est également utile de t'entraîner à dire des phrases courtes et claires au lieu de longues justifications. Chaque mot doit être comme un coup précis, pas une pluie dispersée que personne ne se souvient. Parler moins n'est pas cacher ta voix, c'est lui donner un poids réel. Celui qui apprend cet art comprend que la force n'est pas dans la quantité, mais dans la qualité. Chaque fois que tu contrôles ton impulsion de parler trop, tu gagneras un respect qui ne se demande pas, il s'impose. Et quand tes mots seront rares mais fermes, les autres sauront que les écouter en vaut toujours la peine. C'est la véritable autorité du silence. 2. Écoute plus que tu ne réponds. Écouter, c'est comme se tenir devant une rivière. Si tu ne fais que parler, tu restes sur la rive à lancer des pierres, générant du bruit à la surface. Mais si tu t'arrêtes pour observer son cours, tu découvres comment elle coule, ce qu'elle emporte, ce qu'elle cache dans ses profondeurs. C'est ainsi que fonctionne la communication. Celui qui parle trop perd l'opportunité de voir ce qui se passe réellement dans l'esprit des autres, tandis que celui qui écoute attentivement accède à des informations précieuses que beaucoup négligent. L'écoute active est une arme de pouvoir, car elle ne te donne pas seulement le contrôle, elle te permet aussi de mieux comprendre le terrain sur lequel tu te déplaces. L'erreur de la plupart des gens est de répondre plus vite qu'ils n'écoutent, interrompant, finissant les phrases pour les autres ou pensant à la réponse pendant que l'autre parle encore. Cette anxiété à répondre reflète une insécurité, comme si rester silencieux un instant était un signe de faiblesse. Cependant, le contraire est vrai. Le silence pendant que tu écoutes communique le calme, la patience et la maîtrise. Les gens respectent ceux qui savent se retenir, car ils savent que lorsqu'ils parleront, ce sera avec clarté et non avec une réaction impulsive. Comment mettre en pratique ce principe? D'abord, habitue-toi à écouter sans interrompre. Laisse l'autre personne finir, même si tu as l'impression d'avoir déjà compris. Dans de nombreux cas, le plus précieux vient à la fin, lorsque la personne se sent suffisamment à l'aise pour révéler ce qu'elle pense vraiment. Deuxièmement, pose des questions au lieu de donner des réponses automatiques. Poser des questions non seulement démontre un intérêt authentique, mais te donne aussi plus de temps pour analyser et répondre de manière ferme et précise. Chaque question ouvre des portes, chaque interruption les ferme. Un autre conseil est de former ton langage corporel à l'écoute. Il ne s'agit pas seulement de garder le silence, mais de montrer que tu prêtes attention avec ton regard, avec une posture ouverte et sans distraction.
Cela crée une impression puissante, car celui qui se sent écouté respecte celui qui écoute. L'autorité s'acquiert non seulement en parlant bien, mais aussi en sachant recevoir ce que les autres expriment. De plus, essaie de noter mentalement ce que la personne dit au lieu de préparer ta réponse. Ce changement de perspective transforme la qualité de tes conversations. Une habitude pratique que tu peux adopter est de compter jusqu'à 3 avant de répondre. Ce bref espace brise la réaction impulsive et te donne le contrôle. C'est un temps suffisant pour filtrer ce que tu vas dire et pour montrer que tu ne réponds pas à la légère. Ce petit geste fera que ta parole sera perçue comme plus ferme et réfléchie. Tu peux aussi te proposer de répondre avec des phrases plus courtes et ciblées, en évitant les fioritures inutiles. Ainsi, chaque fois que tu parles, il y aura un contraste évident avec le silence précédent, augmentant le poids de ta voix. Écouter plus que tu ne réponds ne signifie pas rester muet. Cela signifie donner la priorité à l'observation sur la réaction. Celui qui écoute comprend mieux. Celui qui comprend agit mieux. Et quand tu parles après avoir écouté attentivement, ta voix n'est pas un écho du bruit commun. C'est une décision chargée de certitude. C'est ce qui fait la différence entre quelqu'un d'autre dans la foule et quelqu'un dont la présence est respectée en silence. 3. Évite de te justifier constamment. Se justifier tout le temps, c'est comme marcher en portant un énorme miroir devant toi. À chaque pas que tu fais, tu le montres aux autres, essayant de les convaincre que ton reflet est valide. Le problème, c'est que pendant que tu t'efforces d'expliquer et de montrer qui tu es, tu perds la force d'être simplement. Le besoin de justifier chaque décision, chaque erreur ou chaque silence ne transmet pas la sécurité. Au contraire, il montre clairement que tu cherches l'approbation. Et personne ne respecte celui qui vit en demandant constamment la permission d'exister. La vérité est simple. Quand tu expliques trop, tu donnes plus de pouvoir que tu ne devrais à ceux qui t'entourent. Chaque justification ouvre la porte à ce que les autres remettent en question, à ce qu'ils analysent ta vie comme s'ils avaient le droit de décider à son sujet. Parler moins et laisser tes actions suffire est le chemin pour projeter de la fermeté. Les stoïciens le savaient, ils ne cherchaient pas à convaincre avec des discours sans fin, ils se souciaient de vivre avec cohérence et de laisser les faits parler d'eux-mêmes. Comment l'appliquer dans la vie quotidienne? D'abord, comprends que tout ce que tu fais n'a pas besoin d'explication. Si tu décides quelque chose, soutiens ta décision calmement et sans fioriture. Tu peux répondre par des phrases simples et claires comme « c'est ce que je considère le mieux » ou « c'est ce que je préfère ». Cette brièveté envoie un message de sécurité. Deuxièmement, apprends à tolérer le jugement d'autrui sans tomber dans la tentation d'expliquer chaque détail. Le silence face à la critique a plus d'impact que 1000 mots essayant de te défendre. Un autre conseil est de détecter quand se justifier devient automatique. Souvent, tu expliques des choses petites, depuis pourquoi tu ne veux pas sortir jusqu'à pourquoi tu n'as pas répondu à un message à temps. Cette habitude crée une image de faiblesse. Pour la briser, commence par observer tes réponses quotidiennes. Si tu remarques que tu donnes des raisons inutiles, corrige-le sur le moment. Parler moins et de manière plus directe est un entraînement qui renforce ton caractère. Il est également utile de pratiquer le contrôle émotionnel. Une grande partie des justifications naissent de la peur de perdre l'approbation des autres. Quand tu apprends à lâcher ce besoin, ta façon de communiquer change. Respire avant de répondre. Rappelle-toi que tu n'as pas à expliquer chaque pas et que le respect ne vient pas de l'explication, mais de la fermeté avec laquelle tu soutiens tes décisions. Même au travail ou en famille, être clair et bref projette beaucoup plus de respect que d'entourer tes mots d'excuses. Laisse la cohérence de ta vie être ton véritable argument. Si tes actes reflètent ce que tu dis, tu n'as pas besoin de convaincre personne. Et si quelqu'un ne l'accepte pas, c'est son problème, pas le tien. Lorsque tu réussiras à éviter la justification constante, tu découvriras un silence puissant, celui d'une personne qui ne supplie pas pour l'approbation, qui ne demande pas la permission, qui vit simplement avec contrôle. Ce silence vaut plus que n'importe quel discours, car il transmet ce que toute justification ne peut pas.
l'autorité intérieure. 4. Garde tes moments intimes. Exposer toute ta vie, c'est comme laisser la porte de ta maison ouverte toute la journée. N'importe qui peut entrer, regarder, critiquer ou prendre ce qu'il veut. Il y a des choses qui deviennent précieuses, précisément parce qu'elles ne sont pas à la portée de tous. Tes moments intimes, tes pensées les plus profondes et tes plans les plus importants sont un trésor, et les partager avec n'importe qui, c'est comme donner les clés de ce qui devrait être uniquement à toi. Le silence, dans ce cas, n'est pas seulement de la prudence, c'est de la protection. Dans une société où la majorité ressent le besoin de montrer tout ce qu'elle fait, de ce qu'elle mange à ce dont elle rêve, garder le secret sur l'essentiel te rend différent. Le respect naît lorsque les autres perçoivent que tu ne révèles pas tout, que tu gardes un espace juste pour toi. Ce mystère génère de la curiosité, mais surtout, il génère de la force. Parce que ce qui n'est pas exposé, n'est pas contaminé, n'est pas jugé et ne s'affaiblit pas. Comment pratiquer cette leçon dans la vie quotidienne? Commence par sélectionner avec qui tu partages ce qui est important. Tout le monde ne mérite pas de savoir ce que tu penses, ce que tu ressens ou où tu vas. Parle de tes plans uniquement avec les personnes qui peuvent vraiment apporter quelque chose, pas avec n'importe qui t'écoute. Ce filtre est un bouclier contre la critique inutile et contre le vol de ton énergie. La première clé est de discerner qui veut te soutenir et qui veut simplement des informations pour donner son avis. Un autre conseil est de résister à la nécessité de publier chaque réalisation ou chaque détail de ta vie. Le véritable succès n'a pas besoin d'annonce. Il se voit dans ta façon de marcher, dans ton calme et dans tes résultats. Garder le silence sur ce que tu construis ne signifie pas le minimiser, cela signifie lui donner de la valeur. Moins tu fais de bruit sur ce que tu fais, plus l'impact sera surprenant lorsque les autres verront ce que tu as accompli. Laisse ta vie parler avec des faits, pas avec des mises à jour constantes. Tu peux également pratiquer cette habitude dans les conversations quotidiennes. Lorsque quelqu'un te pose trop de questions, apprends à répondre sans trop en dire. Tu n'as pas besoin d'être impoli, mais tu dois être ferme. Des réponses brèves comme « je préfère garder cela privé » ou « je travaille dessus à ma façon » transmettent du respect. En faisant cela, tu fais comprendre que ta vie n'est pas un spectacle ouvert au public. Cette fermeté génère de l'admiration, car tout le monde n'a pas le contrôle de garder l'intime dans un monde qui vit de l'exposition. Enfin, souviens-toi que tes moments intimes sont le terrain où tu grandis en silence. Réfléchis, écris, garde pour toi ce qui n'a pas besoin du regard des autres. Cet espace privé est ta source d'énergie et le protéger est un signe d'intelligence et de maturité. Celui qui montre tout se vide. Celui qui garde l'essentiel reste fort. Au final, le silence qui entoure tes moments intimes n'est pas de l'isolement. C'est le mur qui protège ce qui te donne du pouvoir et que personne d'autre ne mérite de toucher. 5. Laisse tes actions être ta voix. Un arbre n'a pas besoin d'annoncer qu'il donne des fruits, il les montre simplement en silence, et cela suffit pour que tout le monde le respecte. Personne ne l'entend parler, mais tout le monde le cherche pour ce qu'il offre. Ta vie devrait être ainsi, moins de mots, plus d'actions. Car dans un monde où tout le monde promet, donne son avis et se vante, celui qui démontre par des actions devient impossible à ignorer. Le bruit peut impressionner un instant, mais les résultats impressionnent toujours. L'habitude de parler plus qu'on ne fait est un poison subtil. On promet facilement, on parle de grands plans, on remplit l'air d'intentions, mais sans action concrète. Ces mots deviennent de la fumée. Et le pire, c'est que celui qui a l'habitude de parler de tout ce qu'il va faire et ne le fait jamais perd sa crédibilité. Le respect se gagne lorsque les gens voient que ce que tu dis se reflète dans ta façon de vivre. C'est pourquoi les stoïciens insistaient sur le fait que la vertu se pratique, elle ne se discute pas. Ils comprenaient que les actions silencieuses pèsent plus que les discours ornés. Comment mettre cela en pratique? Le premier conseil est d'arrêter d'annoncer tout ce que tu prévois de faire. Tu n'as pas besoin de raconter tes objectifs à tout le monde. Travaille en silence et laisse les résultats parler pour toi. Cela génère de la surprise et du respect.
Le deuxième conseil est de te concentrer sur l'accomplissement de ce que tu promets, même si ce sont des choses petites. Si tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le sans excuse. Cette habitude construit une réputation solide, car les autres apprennent que ta parole est fiable. Un autre conseil important est d'établir des priorités. Souvent, on parle beaucoup parce qu'on n'a pas une idée claire de ce qui est vraiment important. Si tu sélectionnes 3 tâches clés par jour et que tu les accomplis, tu parleras avec des faits au lieu de remplir l'air de promesses. De plus, apprends à mesurer tes réussites selon tes propres critères, et non pas par le besoin de montrer aux autres ce que tu as fait. La validation la plus forte est celle qui vient de la cohérence avec toi-même. Tu peux aussi pratiquer le silence stratégique. Si quelqu'un te demande tes plans, réponds calmement, sans entrer dans des détails inutiles. Des phrases comme « je travaille dessus » ou « je préfère le montrer quand il sera prêt » te permettent de garder le contrôle. De cette façon, tu protèges ton énergie et renforces l'idée que ta valeur réside dans ce que tu fais, pas dans ce que tu dis. En même temps, tu entraînes la discipline de ne pas gaspiller d'énergie en explications vides. Laisse tes actions devenir ton meilleur argument. Quand tes actions parleront pour toi, tu n'auras plus besoin de convaincre personne avec des mots. La force de ce que tu accomplis sera suffisante pour gagner le respect et la reconnaissance sans le demander. C'est là le véritable pouvoir du silence. Ne pas embellir la réalité avec des discours, mais construire une vie si cohérente que même sans mots, les autres comprennent qui tu es. Car en fin de compte, l'écho de tes actes sera toujours plus fort que le bruit de tes paroles. 6. Préserve ta énergie en évitant les disputes. Entrer dans des discussions inutiles est comme verser de l'eau dans le sable. Peu importe combien tu verses, rien ne reste. L'énergie que tu dépenses à défendre chaque opinion ou à réagir à chaque provocation se perd sur un terrain stérile. Le silence, en revanche, est comme garder cette eau dans un récipient sûr, prêt pour quand tu en auras vraiment besoin. Il ne s'agit pas de se rendre ni de se taire par peur, mais de comprendre que tout ne mérite pas une réponse et que ton énergie vaut trop pour être dépensée dans des batailles qui ne changent rien. La plupart tombent dans le piège de se battre pour tout, des disputes familiales aux débats absurdes sur les réseaux sociaux. Ils pensent que se taire est perdre, alors qu'en réalité la véritable défaite est de s'épuiser pour quelque chose qui n'apporte ni croissance ni respect. Les stoïciens le savaient, discuter avec des imbéciles ne fait que te rendre partie du même bruit. La plus grande victoire est de ne pas s'engager, de rester calme pendant que les autres s'épuisent en essayant de t'entraîner sur leur terrain. Comment appliquer cela dans la vie quotidienne? D'abord, apprends à identifier les disputes vides. Si une conversation ne cherche qu'à provoquer, critiquer ou te faire tomber dans un piège émotionnel, garde le silence et ne nourris pas le feu. Celui qui se tait à ce moment-là ne perd pas, il gagne parce qu'il conserve le contrôle. Deuxièmement, établis un critère personnel de ce qui mérite ta réponse. Tous les commentaires au travail ou dans ton cercle social n'ont pas besoin d'une défense. Choisis de répondre seulement quand ta parole peut changer quelque chose de réel. Un autre conseil est de pratiquer l'autocontrôle émotionnel. Beaucoup de discussions naissent de l'impulsion de défendre ton ego. Avant de répondre, fais une pause et demande-toi: est-ce que ce que je vais dire sert à quelque chose ou est-ce que cela nourrit seulement mon orgueil? Cette courte réflexion peut te sauver de passer des heures dans un conflit inutile. Il est également utile de t'entraîner à donner des réponses fermes mais brèves, comme « je ne vais pas discuter de cela » ou « chacun a son opinion ». Avec ces phrases, tu poses une limite claire sans te laisser aspirer dans une bagarre sans fin. Une habitude puissante est de réserver ton énergie pour ce qui compte vraiment. Investis ton effort dans des projets, des objectifs personnels, des relations saines, pas dans des discussions qui ne changent rien. Chaque fois que tu choisis le silence face à une provocation, tu renforces ton caractère. Tu montres que n'importe qui ne peut pas te sortir de ton centre. Ce calme, vu de l'extérieur, génère du respect parce qu'il révèle une maîtrise de soi. Préserver ton énergie en évitant les disputes ne signifie pas que tu ne devrais jamais te défendre. Cela signifie que tu choisis tes batailles. Et quand tu décides de parler,
Ta parole aura du poids parce que tu ne l'as pas gaspillée dans des conflits inutiles. C'est la différence entre quelqu'un qui s'épuise à chaque choc et quelqu'un qui reste ferme, avec suffisamment d'énergie pour ce qui construit vraiment. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de t'entraîner dans une bagarre sans sens, souviens-toi, ton silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Et c'est dans ce contrôle que réside ta véritable force. 7. Utilise tes mots comme des graines. Les mots ressemblent à des graines que tu jettes à la terre. Certaines tombent sur un sol fertile et produisent avec le temps des fruits qui nourrissent. D'autres se perdent sur un sol aride et meurent sans laisser de traces. La différence ne réside pas dans la graine, mais dans la manière dont tu choisis de la semer. Il en va de même pour ce que tu dis. Chaque mot que tu lâches a le pouvoir de construire ou de détruire, d'inspirer ou d'épuiser. Parler moins, mais avec intention, transforme ta voix en un terrain fertile, où ce que tu dis aura toujours de la valeur. La plupart des gens parlent sans mesurer les conséquences, comme ceux qui jettent des graines au vent sans penser à l'endroit où elles tomberont. Cette habitude transforme la conversation en bruit vide. Les mots mal utilisés épuisent les relations, perdent leur impact et te font passer pour quelqu'un d'impulsif. En revanche, lorsque tu parles avec mesure, les gens prêtent attention parce qu'ils savent que ce que tu dis n'est pas du gaspillage. C'est la force du silence combinée aux mots justes. Chaque phrase devient mémorable, chaque opinion laisse une trace. Comment appliquer cette leçon dans la vie quotidienne? D'abord, pratique la sélection. Avant de parler, demande-toi si ce que tu vas dire a un but clair. Si ta réponse n'apporte pas de clarté, de motivation ou de direction, garde le silence. Cette habitude évite que ta voix ne devienne du bruit et renforce l'impression que ta parole arrive toujours au bon moment. Deuxièmement, concentre-toi sur la qualité plutôt que sur la quantité. Une phrase ferme et brève peut être plus puissante qu'un discours plein de fioritures. Un autre conseil est d'utiliser tes mots comme un guide, pas comme une arme. Tu n'as pas besoin de hausser la voix pour être entendu. Si tu choisis de t'exprimer de manière calme, directe et sûre, ton message pénétrera plus que n'importe quel cri. N'oublie pas que la graine ne germe pas immédiatement, elle a besoin de temps. Il en va de même pour tes mots. Souvent, ce que tu dis aujourd'hui grandira en silence dans l'esprit de celui qui t'écoute et portera ses fruits plus tard. Cette patience dans la communication est un signe de force et de contrôle. Il est également important d'éviter le gaspillage verbal dans des discussions inutiles. Chaque mot que tu investis dans un conflit vide est une graine qui ne germera jamais. Mieux vaut garder ton énergie et semer dans des conversations qui construisent vraiment. Parle quand tu peux inspirer, conseiller, orienter ou défendre avec dignité. Et quand tu décides de te taire, fais comprendre que ton silence n'est pas un manque d'opinion, mais la décision de ne pas semer sur un terrain stérile. Enfin, pratique la cohérence. Les mots perdent de leur valeur s'ils ne sont pas soutenus par tes actes. La graine a besoin d'eau et de soins pour grandir. De la même manière, ce que tu dis doit être accompagné par des faits qui confirment ton message. Sinon, ta voix devient une promesse vide. Parle moins. Sème mieux, laisse tes phrases devenir des graines de respect et de confiance. Avec le temps, les gens chercheront ta voix non pas parce qu'elle est abondante, mais parce que chaque mot que tu dis est comme une graine qui fleurit en vérité et en fermeté. 8. Apprécie la discipline du silence. Le silence ressemble à un mur invisible qui protège ton esprit. On ne le voit pas. Il ne fait pas de bruit, mais il tient à distance les distractions, les jugements et les provocations externes. Celui qui apprend à ériger ce mur intérieur trouve une force que peu possèdent, car tandis que d'autres s'épuisent à répondre à tout ce qu'ils entendent, la personne disciplinée dans le silence conserve son énergie, maîtrise ses émotions et projette une autorité qui n'a pas besoin d'explication. L'erreur commune est de croire que se taire est simplement ne pas parler. En réalité, le silence stoïcien est une discipline, un entraînement constant à l'autocontrôle. Il s'agit de maîtriser l'impulsion de donner son avis à tout moment, de résister au besoin de se justifier et de ne pas réagir avec des mots à chaque provocation. Cette pratique, qui semble simple, est en vérité un exercice de pouvoir.
Plus tu as de contrôle sur ce que tu t'es, plus tu as de maîtrise sur ta vie entière. Comment commencer à cultiver cette discipline? La première étape est de reconnaître tes impulsions. Chaque fois que tu ressens l'urgence de parler, demande-toi si tes paroles sont nécessaires ou si elles ne cherchent qu'à combler un vide. Cette brève pause devient un entraînement mental. La deuxième étape est de pratiquer des moments quotidiens de silence conscient. Tu peux consacrer quelques minutes par jour à être au calme, sans besoin de parler, juste à observer et à respirer. Cette habitude renforce ta capacité à rester calme également au milieu des conversations et des discussions. Un autre conseil pratique est de limiter la consommation de bruit externe. Si tu passes la journée entouré de conversations vides, de nouvelles sans importance ou de commentaires inutiles, il sera plus difficile de cultiver ton propre silence. Choisis soigneusement quelle voix tu permets dans ta vie, car le silence se protège aussi avec les limites que tu établis face à l'environnement. En réduisant le bruit externe, il te sera plus facile de maîtriser l'interne. La discipline du silence s'exerce aussi en apprenant à laisser des espaces dans les conversations. Tu n'as pas à répondre immédiatement, ni à combler chaque pause avec des mots. Le silence bien utilisé crée de la tension, du respect et de la curiosité. Lorsque tu parles après avoir gardé le silence, tes paroles ont un impact plus grand, car elles sont perçues comme le résultat d'une réflexion et non d'une impulsion. Ce contraste entre se taire et parler avec intention fait de ta voix une ressource précieuse. Enfin, rappelle-toi que la discipline du silence ne consiste pas à vivre isolé ni à garder le silence absolu. Il s'agit de choisir intelligemment quand parler et quand se taire. Pratiquer cette vertu te permet de garder le contrôle dans des situations tendues, de protéger ton énergie et de projeter une présence solide. En valorisant et en exerçant le silence comme discipline quotidienne, tu transformeras ta façon d'être dans le monde. Tu ne seras plus quelqu'un emporté par le bruit des autres, mais quelqu'un qui choisit avec clarté et maîtrise. Et cette capacité de décision est ce qui inspire le véritable respect, car elle révèle qu'il y a derrière ton silence une force intérieure impossible à briser. 9. Fais de ton mystère ta force. La lune ne donne jamais d'explication pour briller, elle apparaît simplement dans le ciel et transforme la nuit. Son pouvoir ne réside pas dans ses paroles, mais dans le mystère que son silence provoque. De la même manière, le respect et l'attraction que tu suscites chez les autres ne proviennent pas de ce que tu dis beaucoup, mais de ce que tu tais. Être un livre ouvert peut sembler être de la transparence, mais à l'excès, cela devient une faiblesse. En revanche, garder des parties de ta vie, de ton esprit et de ton essence en réserve crée un magnétisme que personne ne peut ignorer. L'erreur la plus courante est de livrer toute ton histoire immédiatement, de montrer chaque pensée et d'exposer chaque détail de ta vie. Celui qui se dénude complètement en paroles perd ce halo de respect que confère le mystère. Il ne s'agit pas de cacher qui tu es, mais de comprendre que tout ne mérite pas d'être révélé. Les stoïciens parlèrent de contrôler ce qui dépend de toi, et parmi ces choses se trouve ta capacité à décider combien tu montres et combien tu gardes. Le mystère est une maîtrise de soi et par conséquent, c'est du pouvoir. Comment appliquer ce principe dans ta vie quotidienne? D'abord, pratique la retenue en parlant. Ne révèle pas tous tes plans, n'expose pas tes émotions les plus profondes à n'importe qui, et ne ressens pas le besoin de justifier chaque pas que tu fais. Laisse les autres voir les résultats et non les processus. Cette réserve crée du respect et empêche les autres d'utiliser tes informations contre toi. Deuxièmement, garde ta vie personnelle séparée de ta vie publique. Tu n'as pas besoin de partager tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, ni de commenter chaque aspect de ta vie privée dans les conversations. Plus les gens en savent peu sur toi, plus ton caractère semble solide. Un autre conseil pratique est de cultiver l'art de répondre brièvement. Tout ce qu'on te demande ne mérite pas une explication détaillée. Tu peux répondre par des phrases courtes, fermes et sûres qui mettent fin à la conversation sans laisser de place à la remise en question.
En faisant cela, tu transmets de la sécurité car tu montres clairement que tu n'as pas besoin d'approbation externe ni que tu souhaites satisfaire la curiosité de tous. Cette attitude, vue de l'extérieur, génère de l'intrigue et du respect. Il est également important de renforcer le mystère avec cohérence. Il ne sert à rien de se taire si tes actions contredisent ton silence. Lorsque tes décisions et ton comportement sont fermes et clairs, ce que tu ne dis pas devient un espace d'admiration. Les autres perçoivent qu'il y a plus derrière ton silence que ce qu'ils voient, et cette perception te donne du pouvoir sans avoir besoin de prononcer un mot. C'est le type de présence qui n'est pas forcée, elle se construit avec discipline et contrôle. Fais de ton mystère ta force en te rappelant que tout le monde n'a pas le droit de te connaître en profondeur. Laisse les autres découvrir peu à peu ce que tu décides de montrer. Garde pour toi ce qui est le plus précieux et laisse ce qui est caché faire partie de ton magnétisme. Dans un monde bruyant et transparent à l'excès, être réservé devient un acte de rébellion et de respect de soi. Et ce respect se transforme en respect des autres, car celui qui ne révèle pas tout démontre qu'il a une valeur interne qui ne dépend pas du regard des autres. 10. Vis pour toi, pas pour l'approbation. Marcher en quête de l'approbation des autres, c'est comme avancer avec un miroir attaché à la poitrine. Chaque pas que tu fais est fait en fonction de la façon dont les autres te voient refléter. Ce fardeau t'éloigne de ton propre chemin car tes décisions cessent d'être les tiennes et deviennent des réponses à des attentes étrangères. En revanche, lorsque tu apprends à vivre pour toi, tu brises ce miroir et tu avances léger, guidé par ta propre vision et non par le regard du public. C'est là le véritable pouvoir du silence. Cesser d'expliquer, cesser de démontrer et commencer à vivre fermement pour toi-même. Le besoin d'approbation consomme plus d'énergie qu'il n'y paraît. Chaque mot dit pour plaire, chaque geste exagéré pour s'intégrer et chaque justification répétée pour être acceptée sont de petites fuites de ta force intérieure. Le résultat est évident. Tu finis épuisé, vide et sans respect de toi-même. Les stoïciens enseignaient que la liberté est atteinte lorsque tu apprends à ne dépendre que de ton jugement et non du bruit extérieur. Se taire face à la pression sociale est l'une des plus grandes démonstrations de caractère qui existent. Comment appliquer cela dans la vie quotidienne? D'abord, établis des décisions basées sur tes valeurs, pas sur les attentes des autres. Avant d'agir, demande-toi si tu le fais par conviction personnelle ou par peur de décevoir. Cette simple question te redonnera le contrôle de ta vie. Deuxièmement, pratique le silence face à la critique inutile. Tu n'as pas à répondre ni à te justifier chaque fois que quelqu'un ne comprend pas ce que tu fais. Apprends à laisser les commentaires passer comme le vent et reste ferme sur ton chemin. Un autre conseil pratique est de limiter l'habitude de chercher la validation. Arrête de publier chaque réussite en attendant des réactions. Arrête de raconter chaque décision en attendant l'approbation. Lorsque tu fais quelque chose de grand, fais-le pour toi et laisse tes résultats parler d'eux-mêmes. Cela ne génère pas seulement du respect, cela te libère également de la dépendance émotionnelle envers l'opinion des autres. La véritable autorité se construit lorsque ta vie repose sur ce que tu choisis, pas sur ce que les autres applaudissent. Il est également utile de t'entourer de personnes qui respectent ton authenticité, plutôt que d'exiger que tu t'adaptes à leur moule. La discipline du silence à ce stade consiste à filtrer les voix que tu écoutes et à donner la priorité uniquement à celles qui apportent réellement quelque chose. Le reste, ignore-le fermement. Chaque fois que tu choisis ton propre critère sur le bruit des autres, tu renforces une présence plus ferme, plus sereine et plus respectée. Vivre pour toi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la cohérence. Cela signifie reconnaître que ta valeur ne dépend pas des applaudissements extérieurs, mais de la force intérieure que tu cultives chaque jour. Lorsque tu apprendras à marcher sans attendre d'approbation, tu découvriras que le respect le plus solide est celui qui commence en toi. Et cette fermeté silencieuse est celle qui fait la différence entre quelqu'un qui se perd dans la foule et quelqu'un qui laisse une trace à chaque pas. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo.
Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.